venu très tard. C'est-à-dire le mail de... Merci de vous rapprocher, on va commencer l'Assemblée Générale, avec un tout petit peu de retard, mais ça on a l'habitude à Radio France. Ça fait partie du charme. J'ai envie de faire le topo. C'est 14h30. Mais la place, elle est pas... La presse pour l'instant fait. Oui, mais ils vont sûrement faire un référé. Hein. Ouais, mais... Bonjour, donc premier des 2 jours du mouvement contre le projet de Rachida Dati de holding de l'audiovisuel public. Il y aura immanquablement, s'il est mis en place, des répercussions sur Radio France. C'est clairement à la fois le modèle de production internalisée qui est attaqué à Radio France, c'est l'indépendance journalistique, c'est la pluralité, la diversité des rédactions, c'est nos formations musicales, avec toute l'inconnu qui pèse sur le budget qui remonterait au niveau de la holding et qui serait redistribué aux filiales. Radio France ne serait plus qu'une filiale, donc de fait, aucune garantie de budget, de maintien des budgets pour Radio France. Donc, péril en la demeure, comme je pense que ça n'a jamais été, donc raison supplémentaire de se mobiliser. Alors aujourd'hui, c'est un préavis CGT, avec ce soir une soirée CGT qui est transmise en streaming sur YouTube depuis la Bourse du Travail, avec des invités politiques, économiques, artistiques. Donc Sophie Binet bien sûr, mais Julia Cagé, Edwy Plenel, Marine Tondelier, etc., etc. Pas que la CGT, parce qu'il y aura aussi des participations d'autres syndicats. Voilà. Et demain, donc le préavis en intersyndical avec, alors, rassemblement normalement juste derrière l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on n'a toujours pas l'autorisation. La préfecture de police veut nous envoyer aux Invalides. Ils ne sont pas tellement invalides. Puis surtout, on pense que c'est un peu loin de l'Assemblée nationale. Il n'est pas impossible qu'il y ait le dépôt d'un référé par les organisations syndicales pour imposer le fait qu'on puisse manifester à côté de l'Assemblée nationale à partir de 14h. Sachant que la commission des affaires culturelles se tient à 16h30 pour l'examen du projet et que ce qui se fait traditionnellement, c'est que les politiques arrivent, les parlementaires arrivent à l'Assemblée nationale et souvent viennent faire un détour pour pouvoir discuter un peu avec les organisations syndicales. Donc ça a du sens qu'on soit là-bas dès 14h, 14h30 maximum. Voilà pour le programme pour ces 2 jours. Vous avez écouté les antennes ce matin, elles sont quand même perturbées, notamment quasiment les 2/3 des stations ici en région, la matinale de France Culture, France Inter de minuit à 7h, la production est entamée, donc voilà, c'est une montée en puissance. Je pense que demain il y aura une acmé, et de toute façon le but de ce mouvement, c'est de clairement faire entendre à Rachida Dati que son projet de holding, contrairement à ce qu'elle affirme, va coûter de l'argent. Ce projet de holding va mettre en péril les entreprises audiovisuelles publiques, et nous concernant, va mettre en péril Radio France, qui a réussi à conserver jusqu'à présent son modèle de production internalisée, ses rédactions sur les différentes chaînes, leur indépendance, et bon, également malgré les restrictions budgétaires qu'on connaît tous depuis 10 ans, malgré les suppressions de postes, et plusieurs centaines de suppressions de postes dans cette entreprise depuis 10 ans, ben on sait que les salariés travaillent beaucoup, travaillent de façon très professionnelle, et ce qui amène au résultat de Radio France à l'heure actuelle. Donc là, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu, ni plus ni moins. Si on est une filiale demain, on n'a plus de budget garanti. Même la maison de la radio n'appartiendra plus à la filiale Radio France. C'est-à-dire que l'ensemble des actifs remontent au niveau de la holding. C'est vous dire quand même, rendre un objet, un outil de production comme la maison de la radio réhabilité à une holding sans savoir ce qu'elle va en faire, bon, il n'y a rien de plus, je pense, rageant pour ceux qui s'investissent dans cette maison depuis des années et des années. Donc l'enjeu, il est énorme. Donc l'enjeu de la mobilisation est énorme. Et on ne peut que vous inviter à être mobilisés, attentifs à ce qui va se dire au plus haut niveau, et réactifs, parce que ce ne sera certainement pas la seule fois où on va se mobiliser contre ce projet.
Ce projet est censé repasser au Parlement le 10 et 11 avril, mais c'est pas sûr, il y a des discussions, ça dépend des autres sujets qui seront traités au Parlement. Si c'est pas 10 et 11 avril, ce serait fin mai, après un repassage au Sénat. Tout dépend de comment va évoluer le texte, et ce qu'il va subir éventuellement lors de son passage en commission. Voilà pour le panorama global. Je vais passer la parole à mes collègues. Renaud. Oui, Bertrand vous l'a dit, Radio France est en danger globalement. Tout ce qui fait que nous sommes aujourd'hui une entreprise qui réussit, que ce soit notre structure de production, que ce soit notre indépendance budgétaire, que ce soit notre capacité à nous adapter, que ce soit notre numérique, que ce soit les antennes, que ce soit la production de podcasts, tout ça sera remis en question, et c'est déjà remis en question dans le projet. C'est jeudi matin qu'il y a un texte, un document de travail qui devait être une étude d'impact, puisque les députés avaient demandé une étude d'impact. Ça fait quand même 1 an qu'ils demandent une étude d'impact sur le projet, et jusqu'à présent on n'avait pas eu. Donc il y a eu un document qui a été produit par le ministère de la Culture. Tout le monde l'a eu maintenant. Donc c'est un document piteux, on peut le dire, dans lequel, d'une page à une autre, il y a des contradictions. Alors, le ministère dit qu'il ne veut pas toucher, enfin que ce projet ne touchera pas au cadre social des entreprises. Et puis 2 pages plus loin, on apprend qu'il y a des filiales pour ici, pour France Info, pour les directions support. Donc en gros, tout le cadre social va exploser si jamais ce projet venait à être mis en place. Parce qu'on pense, nous, que c'est un des objectifs de ce projet, c'est de faire péter le cadre social des différentes entreprises, de nous rendre plus malléables, de nous rendre plus fragiles, plus vulnérables, de manière à accepter un peu plus de choses, de nous rendre tous plus précaires, et de nous manipuler. Merci. Je schématise, mais c'est vraiment ça la vision politique et doctrinale. L'autre axe, c'est quand même, il faut se le dire, et maintenant on peut plus, le gouvernement ne peut plus le cacher, c'est une reprise en main politique, clairement. Et ça aussi, ça transparaît dans ce document, c'est-à-dire une seule personne qui a la main sur la stratégie, le budget, quand bien même il y aurait des budgets qui seraient... il y aurait une espèce de programmation des budgets sur plusieurs années, mais la direction de la holding pourrait revenir à tout moment sur les budgets. Ça aussi, c'est 2 pages plus loin dans le document, c'est assez incroyable. Voilà. Alors ce document, c'est vraiment du bluff. Hein. Si on lit les premières pages, on a une impression, puis si on lit les suivantes, on en a une autre. Donc voilà la réalité. La réalité, c'est que ils vont tout exploser pour essayer de réorganiser un espèce de média global dont ils n'arrivent même pas à nous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire de la télé, de la radio, du web, tout mélangé. Et pour vous dire, des grands professionnels qui viennent nous expliquer ça. En gros, c'est des sénateurs et des députés qui viennent nous expliquer comment seront organisés les médias. Et le dernier argument qu'on a entendu en conseil d'administration, je vais laisser Karma peut-être développer, c'est sur l'Infox. On serait beaucoup plus puissant demain pour résister à l'Infox. Voilà, je t'ai fait une transition, Mathieu. Merci. Je voudrais commencer par rappeler qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, quand on s'est mobilisé les premières fois, l'enjeu c'était la fusion. Le message était plus clair et plus facilement audible qu'aujourd'hui avec la holding, mais en fait ça ne change strictement rien. Quand on lit le document dont vient de parler Renaud, qui a été publié par la DGMIC et la direction dont on dépend au ministère de la Culture, le document prévoit donc la création à minima de 2 filiales qui n'existent pas aujourd'hui,
une pour ici et une pour France Info. Ça veut dire qu'on va avoir dans la même entité juridique des salariés qui vont venir de minimum 2 entreprises d'aujourd'hui, Radio France et France Télévisions, peut-être plus si ils souhaitent regrouper avec ces salariés-là des salariés venant ou de France Média Monde ou de l'INA. Donc des salariés venant d'entreprises différentes, donc avec des cadres juridiques de travail, des conventions collectives qui sont complètement différentes. C'est inimaginable de penser que dans la même entreprise, on va avoir des gens qui vont travailler dans les mêmes bureaux éventuellement, puisque dans le texte, il est clairement question aussi de rapprochement physique, en particulier pour France Info. Donc on travaillerait tous dans le même espace, avec des conventions collectives différentes. C'est juste pas possible. Donc ça veut dire qu'ils vont faire la fusion sans utiliser le mot de fusion et le faire par le biais des holdings. Alors pourquoi ils font ça? Évidemment parce que politiquement, quand on revient 6 à 8 mois en arrière, parmi, il y avait ceux qui étaient contre holding, fusion, et ceux-là ont globalement pas bougé. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux-là globalement ils n'ont pas bougé. Et puis il y avait un bloc au centre, en particulier du côté du modem, où la fusion était clairement un gros mot. En revanche, la holding, c'est moins gênant, ça pourrait être plus acceptable, plus politiquement acceptable. Et évidemment, comme par hasard, celui qui est aujourd'hui Premier ministre était celui qui était à l'époque à la tête du modem et qui disait lui-même que la fusion, c'était pas possible. Donc vous voyez qu'on a quand même un petit problème autour de ce sujet fusion holding. Et encore une fois, dans le texte qui a été publié par le ministère de la Culture, on n'est pas du tout dans une holding légère, comme on avait pu le penser à un moment. On est vraiment sur une holding opérationnelle qui prend les pleins pouvoirs politiques, les pleins pouvoirs économiques, puisqu'il est clairement dit que c'est le holding qui va répartir l'argent. Ce n'est pas les députés qui vont dire il y a X millions pour Radio France, X millions pour France Télé, pour l'INA, etc. Non, c'est bien le patron de la holding ou la patronne qui va décider de répartir. Et comme en plus ce patron-là, il sera aussi patron de chacune des filiales, y compris de celles qui seront créées, il aura les pleins pouvoirs. Donc évidemment, si jamais le patron de la holding c'est Delphine Ernotte, évidemment les arbitrages, il y a assez peu de chances qu'ils nous soient favorables et que l'argent il est plutôt dans les caisses de France Télévisions ou de l'ex-France Télévisions. Renaud l'évoquait un instant tout à l'heure concernant la gestion des fake news, etc. Lors du conseil d'administration la semaine dernière, Prisca Thévenot, qui est la députée qui est membre du conseil d'administration, qui représente l'Assemblée nationale, a dit qu'au cœur de ses préoccupations et des préoccupations d'un certain nombre de députés, il y avait la question des ingérences extérieures dans notre processus démocratique via évidemment les médias, avec des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux alimentés. Elle a pas cité de nom, mais évidemment on pense à la Russie et autres. Et donc elle dit il faut que les médias d'audiovisuel public soient forts, et la conclusion c'est de regrouper. Alors, elle dit non, si vous regroupez, en fait vous allez au contraire nous fragiliser au moment où on a besoin d'être fort. Aujourd'hui, le travail sur les fausses informations, il fonctionne à France Télévisions, il fonctionne à Radio France. Pourquoi vous voulez vous casser tout ça? Et puis c'est quand même permis de lui rappeler, parce que elle s'est défaussée en disant oui bon, c'est le projet du gouvernement, c'est pas encore celui des députés, certes. En revanche, celui qui est bien celui des députés, c'est celui qui consiste à réduire les budgets de Radio France et de France Télévisions. Et là, le travail a bel et bien été fait par les députés, puisque je vous rappelle qu'il manque 24,8 millions d'euros dans les caisses de Radio France par rapport à ce qui était prévu dans le projet de com. Donc en fait, ils nous étranglent financièrement. Ils nous disent « Ah, vous êtes fragile, il faudrait vous regrouper pour être plus solide », et ensuite ils font leur projet. Tout ça, évidemment, est tout à fait calculé. Donc pour revenir sur les députés modem, c'est là qu'il y a peut-être encore de la marge, essayer de les faire individuellement changer de point de vue. On avait quelques doutes aussi sur peut-être l'attitude d'un certain nombre de parlementaires de gauche, notamment socialistes, qui sont visiblement dans le viseur de Laurence Bloch, puisque sa mission, c'est pas ce qui est écrit dans son texte, mais c'est clairement celle-ci, c'est d'aller voir les députés un par un, y compris dans les régions, pour leur dire que cette loi elle est fabuleuse et qu'il faut la voter, et ils espèrent récupérer comme ça les voix les unes après les autres pour faire passer le texte, puisqu'évidemment, ça fait quand même un peu désordre que le texte soit voté par la majorité, par
par les Républicains, évidemment, avec les voix du Rassemblement national, ce qui, pour réformer l'audiovisuel public, est quand même assez cocasse, puisque vous savez qu'ils veulent à minima nous privatiser, voire nous faire disparaître. Il faut enchaîner. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon sur ce que vient de dire Mathieu, effectivement, l'importance de se mobiliser aujourd'hui, demain, elle est aussi que c'est pas du tout plié politiquement. On a affaire à une ministre de la Culture, Rachida Dati, qui fait le forcing, qui a surtout besoin pour son agenda sans doute personnel de pouvoir dire, avant de partir en campagne pour la mairie de Paris, j'ai créé la BBC à la française, ce qui serait à peu près son seul bilan au ministère de la Culture, parce que sinon, à part ça, à part couper les budgets, elle n'a pas fait grand-chose. Donc, elle a cette volonté-là farouche, et on sait combien elle peut être tenace, mais elle n'est pas très solide sur ses bases, parce que effectivement, il y a quelques députés du centre MoDem, ou même de la majorité macroniste, qui peuvent quand même avoir quelques scrupules quand ils voient comment la loi est rejetée par l'ensemble des organisations syndicales, par des mouvements de grève qui ont été assez massivement suivis dans nos entreprises. Quand on voit le document dont on a parlé, qui est un document d'évaluation, qui est absolument indigent, qui prétend que ça va être à coût nul, enfin personne ne peut sérieusement croire que le coût va être nul. La simple fusion des entreprises de France Télévisions, ça a coûté plus de 100 millions d'euros, je crois. Il y avait des évaluations qui parlaient de 20-30 millions d'euros pour la création d'une holding chez nous, d'une holding des médias publics. Je pense que c'est largement sous-évalué. Mais en tout cas, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui font que c'est pas du tout plié et qu'il n'est pas du tout certain que cette loi puisse passer. En tout cas, si elle l'était, pour le moment, ça serait avec l'appui indispensable des députés du Rassemblement national, ce qui serait, comme il vient d'être dit, assez paradoxal pour un parti qui dit qu'il souhaite privatiser l'audiovisuel public. Donc, c'est pas joué, il faut mettre un gros coup de pression et on peut les faire reculer, on peut repousser ce projet. Le coup nul, c'est vraiment un coup nul, quoi. C'est où le pays nul. Parce que là, pour le coup, c'est là que le projet devient peu crédible aux yeux d'un certain nombre de parlementaires. Oser dire que c'est un coup nul, mais 0 €, hein, c'est quand même assez incroyable d'avoir cette prétention. Comme le dirait un des administrateurs de Radio France, rien que le papier à lettres, ça va vous coûter un petit peu. Voilà. Donc c'était une de ces boutades, mais bon, c'est très parlant, quoi. Le changement de marque d'ici, c'est là qu'il y a une faille, et c'est là qu'un certain nombre de parlementaires commencent à poser des questions, parce qu'en gros, ils valideraient un projet qui aurait des conséquences quand même d'un point de vue budgétaire. Donc c'est quand même sur cette question-là que les débats vont avoir lieu demain et peut-être en plénière. Des questions ? Oui, des questions, parce que peut-être qu'il y a des choses... on est la tête dans le moteur, nous, et donc il y a peut-être des choses auxquelles on ne répond pas. Les filiales, Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, c'est déjà ce qui est... Pardon. Oui, on a parlé des filiales tout à l'heure. Au-delà du fait que l'idée, c'est donc d'avoir une holding et que les entreprises d'audiovisuel public, lesquelles existent aujourd'hui, deviennent elles-mêmes des filiales, sans PDG, puisque c'est le PDG de la holding qui deviendrait président de chacune des filiales. Il prévoit dans le texte de rajouter d'autres filiales, c'est très exactement ce qu'on ne voulait pas, pour ici, donc en regroupant les équipes de France 3 et de France Bleu, et pour France Info, pour France Info, c'est donc la radio, la télé, le numérique, et il est clairement écrit dans le texte que l'objectif, c'est aussi un regroupement physique. Évidemment, c'est plus compliqué de l'écrire pour France Bleu, parce que évidemment, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais avec France Info, il y a bien l'idée de regrouper tout le monde dans les mêmes locaux. Et donc ces filiales avec des gens qui, au début en tout cas, vont devoir cohabiter avec pas les mêmes conventions collectives, pas les mêmes façons de travailler, pas les mêmes chefs, etc. Donc
c'est de la perte d'énergie pendant des années et des années. Enfin, tous les grands groupes, même privés, qui ont fait des fusions dans le monde bancaire, ils n'ont pas arrêté pendant quasiment 30 ans. À chaque fois, c'est des désorganisations considérables avec un impact pour eux sur les clients, pour nous, ça sera sur les auditeurs. Parce qu'à un moment, les gens, ils auront la tête à autre chose. Et psychologiquement, il faudra vivre avec ça en permanence. On voit bien que les filiales, c'est aussi un moyen de faire tomber les accords d'entreprise, hein, parce qu'on sait que ça tiendra pas longtemps. Des personnes, comme le disait Mathieu, des salariés qui ont des statuts différents pour faire avoir une même activité. Donc très vite, ils attaqueront les accords d'entreprise, et très vite, forcément, quand bien même ça irait en justice, ce serait tout à fait justifié. Parce que les juges diront, bah oui, comment on peut avoir des statuts différents quand bien même il y a l'histoire. Et les filiales, ça peut être de refilialiser la totalité des activités, c'est-à-dire pas seulement ici et France Info, mais ça peut aussi être refaire une filiale avec France Culture, et puis refaire une filiale radio, et puis une filiale podcast, et puis voilà, c'est revoir totalement les structures de manière à faire tomber les accords d'entreprise, de manière à faire tomber aussi, pourquoi pas, le CDI, et pourquoi pas un certain nombre de choses. Donc il y a aussi une perspective de dérégulation sociale derrière ce projet. Oui, et le danger d'une holding aussi, c'est que pour l'instant on a un actionnaire unique, c'est qu'après une holding on peut introduire des capitaux privés, et puis une filiale on peut la privatiser, on peut la céder à quelqu'un, on peut diviser le groupe beaucoup plus facilement. Et nous, ce qu'on craint aussi, moi ce qui me fait aussi très peur, c'est qu'on engage une machine, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres domaines, en fait on lance la machine et puis on s'aperçoit que finalement ça coûte effectivement beaucoup d'argent, et qu'en fait on se retrouve un peu le cul entre deux chaises d'un truc qui n'est pas abouti, et en fait on aura déjà tout cassé, et à fonctionner dans un espèce de fonctionnement hybride. Il y a une autre question aussi par rapport aux filiales, notamment celles qui vont créer, c'est qu'aujourd'hui, chez les journalistes ou chez les techniciens, quelqu'un qui veut passer de France Info à France Inter ou de France Inter à France Bleu par exemple, c'est relativement facile, ça existe, c'est la même société, c'est les mêmes contrats de travail, il n'y a aucun problème. Là, si vous êtes salarié de la filiale France Info, votre employeur, ça sera bien France Info, sur votre bulletin de salaire. Donc comment vous ferez pour passer, si vous voulez ensuite monter quelques étages, et encore dans l'hypothèse que ça soit dans les mêmes locaux, monter quelques étages pour aller à France Inter, là ça va être plus compliqué parce qu'en fait votre contrat de travail il ne le prévoit pas, vous allez changer de société, même si derrière il y a une holding qui regroupe tout le monde. Donc ça va apporter de la complexité et beaucoup plus de difficultés pour avoir des mobilités. Et puis il y a aussi la question par exemple pour les journalistes du planning, des journalistes. Aujourd'hui le planning il dessert de façon tout à fait égale France Info, France Inter, France Culture et France Info. Et France Bleu, j'ai oublié, pardon. Après, ça va être beaucoup plus compliqué. Qui va détenir finalement le planning? Il va être à quel échelon comment va se faire la répartition? Est-ce que quelqu'un qui sera du coup plus souvent sur France Bleu, il ne pourra plus du tout aller sur France Info? Et inversement, ça pose beaucoup de questions pratiques et qui vont arriver très vite, puisque l'idée c'est que la holding elle rentre en application au 1er janvier 2026. Donc, et après il va y avoir tout le travail autour des conventions collectives. Là ça va prendre des mois et des mois. Donc ce qu'on a écrit dans un autre acte, soyons clairs, c'est des années et des années de souffrance qui s'annoncent. L'enjeu... Oui, pardon. Le licenciement. Alors, il y a quelque chose qui va dans le sens des intérêts de ceux qui veulent mettre en place ce système, c'est qu'ils vont jouer sur le fait aussi, sur la pyramide des âges. Il faut savoir qu'il y a encore des départs qui sont attendus à Radio France, des départs tout simplement à la retraite, qui sont encore assez massifs jusqu'à au moins 2030. Donc ils vont jouer là-dessus, parce que des licenciements, ça veut dire plan social. Un plan social, ça coûte de l'argent. Sauf que s'ils peuvent faire les choses sans faire de plan social, ils ne vont pas se gêner. Ça, c'est clair. Ils dépenseront de l'argent pour certaines choses, mais pas pour un plan social. L'enjeu, en tout cas, à rester une entreprise unique, parce que c'est de ça dont on parle. Radio France est une entreprise unique,
France Télévisions est une entreprise unique, et nous en plus on est une entreprise unique sans filiale, quasiment sans filiale. L'enjeu, c'est que demain, si on n'est plus qu'une filiale et une filiale qui serait redécoupée en d'autres filiales, c'est entre autres les textes collectifs qui tombent très rapidement et après il y a un délai assez restreint pour renégocier les textes collectifs. Donc c'est très compliqué de renégocier des textes collectifs qui soient à la hausse. Donc vous imaginez bien que ce ne sera pas le cas. Et il y a une technique quand on crée une holding, on crée les filiales pour se séparer de certaines filiales. Comme vous attribuez des budgets à chacune des filiales, vous sous-budgétisez certaines filiales. Les filiales rendent des comptes en fin d'année, elles sont en déficit. Et il y a une technique qui est super sympa, elles peuvent emprunter à la holding au prix du marché, c'est-à-dire au taux du marché. Et comme ça, vous créez un système de cercle vicieux où la filiale en question s'endette de plus en plus, etc. etc. Et après, la filiale, on la supprime. Et donc là, c'est extrêmement dangereux. Et là, on a le droit de faire un plan social uniquement pour la filiale. Exactement. Sans avoir l'obligation de reclasser les salariés de cette filiale. Et donc sur un nombre restreint de salariés. Donc l'enjeu à rester une entreprise unique, il est essentiel. Déjà, il est essentiel parce qu'on sait très bien que ça coûte moins cher d'être une entreprise unique, comme aujourd'hui, comme Radio France, qui produit tout en interne, que demain d'être dans une holding où on achèterait des programmes à des sociétés de production. On l'a vu pour France Télévisions. On sait que les producteurs de contenu radio commencent à produire pour Radio France. Prenez le micro parce que sinon, comme on a des gens qui nous suivent. Pardon pour ma voix. On sait que depuis des années, les producteurs de contenu demandent à produire pour Radio France avec l'argument on sera aussi bien et moins cher, bien sûr. Et ils demandent que Radio France arrête de tout produire et qu'on devienne comme France Télévisions avec une obligation d'achat à l'extérieur. Est-ce que la holding nous fait courir, ouvre les portes à ça? Absolument. Absolument. Alors là, il n'y a rien qui garantit le maintien de la production en interne à partir du moment où on n'est plus une entreprise unique. Ça c'est clair, à partir du moment où on n'est plus qu'une filiale, les règles qui nous seront imposées, de toute façon, elles vont changer. Donc le risque, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui a affaibli aussi France Télévisions aussi depuis 30 ans? C'est le fait d'avoir l'obligation de recourir à des sociétés de producteurs privés qui surfacturaient leurs produits. On le sait très bien. Je veux dire, toute l'affaire des animateurs producteurs, etc., ils vendaient 3 fois le prix d'une émission. Et ça a asséché les comptes de France Télévisions. Après, France Télévisions, ils ont 5 fois le budget de Radio France. Et ils consacrent 20% de ce budget, presque 400 millions d'euros, au soutien à la création cinématographique, normalement, notamment. Donc, eux aussi, ils ont des supports, ils ont des soutiens, notamment par le biais de la production cinématographique. Nous, je suis désolé, on peut compter que sur nous-mêmes et que sur nos qualités et que sur notre mobilisation. Donc, compter aussi sur nos auditeurs. Je pense aussi qu'à un moment, il va falloir trouver une manière d'embringuer les auditeurs, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on est aussi? On est une sorte de petite université populaire de culture. On est une grande maison d'information. On est une référence. Et il faut qu'on le reste. C'est clair qu'à partir du moment où on ne sera plus qu'une filiale avec un budget qui nous sera accordé par la holding, je veux dire qu'on perdra toute crédibilité pour tout. Et c'est ça aussi l'enjeu qui guette Radio France. Donc l'enjeu du combat pour rester une entreprise, une SA de droit privé, il faut le rappeler, on est une SA de droit privé, mais à actionnaire unique, l'État, nous, c'est un combat qu'on mènera jusqu'au bout. L'ORTF a été critiqué à son époque, c'est pas pour revenir à quelque chose d'encore pire que l'ORTF. Donc il faut absolument qu'on fasse entendre ça d'abord aux parlementaires et puis ensuite aux citoyens, tout simplement. Il y a quelque chose qui est très doctrinal, hein, c'est sur la production interne. Et la production interne, c'est pas que la production de magazines, c'est pas que la production de fiction, c'est aussi la production d'information, hein, parce qu'on voit bien qu'à France Télévisions, il y a des agences de presse aujourd'hui qui travaillent pour tous les magazines de France Télévisions, donc c'est pour tous les domaines. Donc, et on entend déjà dans les conseils d'administration des différentes entreprises, comment dirais-je, une doctrine ou une idéologie qui est de dire le service public, ça doit être une possibilité pour toutes les entreprises privées d'un pays de se développer. Donc, qu'on devienne un diffuseur et que ça permet à des petites structures privées de se développer, voire même des toutes petites
par exemple un salarié unique pour produire des documentaires, des magazines, je ne sais. Voilà, donc une espèce de privatisation finalement de notre production et de ne plus être qu'une antenne de diffusion, que ce soit une antenne au sens symbolique, mais du numérique, de l'hertzien, de la production musicale et que sais-je encore, la production de festivals ou de tas d'autres choses. Voilà. Il faut bien dire que ça commence à se dire. Ça fait un moment que ça se dit, mais alors là, ça se dit voilà, un peu plus ouvertement. Ce qu'on constate, oui, c'est ce qui s'est passé à France Télévisions et ce qui nous guette, parce que ça commence déjà à être le cas. Il faut quand même savoir que le coût du recours aux entreprises privées pour Radio France, il y a 5-6 ans, c'était 7 millions d'euros. L'année dernière, c'était 25 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui rentre dans les caisses de Radio France et qui ressort. Et c'est pas que en raison du chantier de réhabilitation. Donc, l'enjeu, c'est sûr que vous attribuez une dotation à une entreprise publique et après, elle irrigue le secteur privé. Nous, on a un système, un modèle qui ne fonctionne pas comme ça, et c'est ce modèle-là qu'il faut défendre. Parce que c'est peut-être une survivance, mais c'est un modèle qu'on a défendu au fil du temps. C'est un modèle qu'on a défendu en 2015, quand on a fait 27 jours de grève. C'est un modèle qu'on a défendu en 2019-2020, quand on a fait 66 jours de grève. C'est à chaque fois ce modèle-là qu'on défend, parce que c'est le seul qui est garant de la qualité et de l'équilibre des programmes que nous pouvons proposer. Ce qu'il faut défendre aussi, je pense, c'est l'identité des chaînes. Parce que ce qu'on constate aussi, et on le voit avec France Télévisions, ils vont gommer France 2, France 3 à partir du mois de juin, je crois. Ce sera plus que FTV sur le canal de la qualité. FTV. Et en fait, ça, c'est la plateformisation. Alors, moi, j'ai rien contre les plateformes, mais ça permet de gommer les identités, ça permet de tout mettre dans quelque chose qui est voilà, un peu impalpable. À l'image de la plateforme Radio France, la manière dont elle est organisée maintenant. Alors, ça a des qualités, mais le défaut, c'est qu'est-ce qu'on voit? L'identité des chaînes est quand même extrêmement attaquée depuis des années par une diminution de l'offre sur le programme hertzien. Vous avez une multitude de rediffusions, de multidiffusions, etc., etc. Ça se resserre d'année en année. Et il y a un moment, il va falloir qu'on défende aussi cette spécificité qui fait que justement, on a une offre de programme qui est large, qui est diverse, et qui permet à chacun de s'y retrouver. À partir du moment où ce sera la plateforme du soir, à partir du moment où il n'y a plus la notion de rendez-vous, oui, ok, il y a différentes manières d'écouter maintenant du programme radiophonique. Mais à mon sens, l'unicité, la spécificité, la complémentarité de l'identité des chaînes est extrêmement importante à défendre également. Il y a quelque chose qui est nié par les politiques aujourd'hui, c'est un détail mais c'est important, c'est qu'un auditeur, c'est pas forcément un téléspectateur et vice-versa, ou c'est pas un internaute. Et ça, on l'a vécu quand on a rencontré la ministre, c'était un grand moment il y a un an, où elle nous a expliqué que noyer nos productions, elle n'a pas utilisé le terme noyer, hein, c'est nous qui lui avons dit on va noyer nos productions et nos podcasts sur une plateforme qui aura, je ne sais pas quoi, toute la production cinématographique de France Télévisions, tout, une très grande plateforme, parce qu'elle nous expliquait, plus la plateforme serait grande, plus on serait puissant. Voire même que nous, on tirerait France Télévisions vers le haut. Ça, c'était aussi... elle n'a peur de rien. Donc, nous, on défendait le fait d'avoir une plateforme qui était une plateforme audio, et que quelqu'un qui cherche une production audio, bah, il va sur une plateforme audio. S'il a envie d'avoir de l'image, il va sur une plateforme image. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait notre puissance et qui fait notre réussite. C'est de réussir à avoir une plateforme distincte. Or, l'objectif, c'est aussi de tout niveler et de nous noyer au milieu d'une gigantesque plateforme où, bien sûr, les productions audio ne se retrouveraient pas. Voilà. Peut-être rappeler les modalités d'exercice du droit de grève. Il faut savoir quand même une chose, je vois que la DRH est présente, bonjour. Les modalités qui sont en cours actuellement valent jusqu'au 21 avril. À partir du 21 avril, la direction souhaite mettre en place de nouvelles modalités d'exercice du droit de grève que nous contestons, que nous nous réservons le droit de contester en justice. Le fait est qu'à partir du 21 avril, il y aura des modifications, mais ça, on vous le dira pour la suite, pour les prochains préavis. En attendant, ce sont les modalités qui prévalent, les modalités usuelles qui prévalent, à savoir, la grève se constate, donc chacun peut se mettre en grève au moment où il le souhaite, c'est l'encadrement qui constate le fait de grève.
La grève peut se faire sur une durée de 1 heure décomptée 1 heure, ou une demi-journée qui sera de toute façon décomptée 3 heures, parce que la base c'est 1/50e. On travaille 151h67 par mois normalement, 35 heures par semaine, divisé par 30, divisé par 50, ça fait 3 heures. Une journée entière, c'est 1/60e, et on décompte 151,67 divisé par 30, pardon, et ça fait 5 heures de retraite. Voilà, quelle que soit la durée de la vacation que vous donnez. Donc, il faut le savoir. Le décompte sera toujours valable après le 21 avril, c'est les modalités qui seront différentes, où certains métiers seront obligés de se déclarer grévistes avant. Et ça, on vous en reparlera, on ne va pas vous embrouiller avec ça. Pour l'instant, chacun peut faire grève quand il le souhaite, la durée qu'il le souhaite, et il n'a pas à prévenir qui que ce soit, sauf si les personnes grèvent par télétravail. Là, évidemment, c'est le constat un peu plus difficile à faire pour l'encadrement. Dans ce cas-là, vous devez prévenir quand même votre encadrement que vous faites grève de telle heure à telle heure, ou sur une demi-journée, ou sur une journée entière. Voilà, j'espère avoir été clair. Si votre intention c'est de faire grève 1 heure, ce qu'on ne vous conseille pas évidemment, vous devez faire la journée complète, mais si votre intention est de faire 1 heure, vous avez intérêt à signaler au moment où vous rentrez dans la grève, qui peut être à n'importe quel moment de la journée, et surtout de signaler quand vous sortez de la grève à votre encadrement. Sinon, c'est la demi-journée ou la journée complète qui vont être comptabilisées. Même si l'idéal c'est quand même de faire une journée de grève. C'est ça qui se verra et qui permettra d'avoir des comptages significatifs et qui seront regardés du côté de la tutelle. À minima, une demi-journée, parce qu'en fait, les tutelles demandent en permanence 2 fois par jour, les chiffres des grévistes. Donc autant être gréviste le matin, gréviste l'après-midi, ou gréviste le matin et l'après-midi, ça sera beaucoup plus efficace dans le décompte. Sinon, pour demain, on ne va pas refaire d'AG demain, mais il y a un rassemblement qui est prévu. Alors, on souhaite se rassembler vers l'Assemblée nationale. À côté de l'Assemblée nationale, il y a une petite placette. On se réunit là-bas principalement. Sauf que la préfecture, depuis samedi, nous refuse l'accès. Donc, voilà. Au prétexte qu'il y aurait des terrasses. Oui, des terrasses de café. Ils ont peut-être peur qu'on aille boire les coups. C'est beau. Bref. Les organisations syndicales se réservent le droit de faire un référé pour obtenir le droit de pouvoir manifester aux abords de l'Assemblée nationale. La préfecture préférait nous voir aux Invalides, c'est un peu loin quand même. Pourquoi pas à Saint-Cloud, tant qu'à faire, ils nous entendront moins. Donc on vous tiendra au courant. On se réserve le droit de faire une diffusion par boîte mail. Et le but c'est de se retrouver là-bas, de se faire entendre. Les parlementaires arriveront pour notamment la commission parlementaire. Et en principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parlementaires viennent voir les organisations syndicales, discutent avec les salariés, etc. etc. Et c'est un moment d'échange qui est toujours assez intéressant et important. Donc on ne peut que vous inviter à venir nous rejoindre demain après-midi, pour l'instant aux abords de l'Assemblée nationale, si on arrive à avoir l'autorisation. Et ce soir? Sinon ce soir, à la Bourse du Travail, métro Fille du Calvaire, grande soirée que vous pouvez suivre sur YouTube, ce sera en streaming, avec des politiques, des journalistes, des syndicalistes, des artistes, et bien sûr vous êtes bienvenus à la salle ENAF, donc à la Bourse du Travail, près de République. Il n'y a que 500 places. Il n'y a que 400 places, donc n'hésitez pas à être présent voilà, dès 18h30, 19h, parce que ça risque d'être assez couru. Voilà. Donc je ne vais pas faire le teasing, mais devraient être présents Sophie Binet, Edith Plenel, Marine Tondelier, Sandrine Caquet pour la musique, enfin bref, voilà. Donc ça devrait être une soirée intéressante au niveau des débats et plutôt festive malgré le coup qu'on lui porte. Des questions? Bon. Bonne journée de grève. Et puis de toute façon, je pense que c'est pas terminé, ce ne sera pas tombe sans rien faire, ça c'est sûr. « 15 000 followers, c'est ça ?